Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, j'ai écouté, vous vous en doutez, avec beaucoup d'attention, la présentation du débat d'orientation budgétaire qui a été faite, et présentation qui a été faite à partir des analyses d'un cabinet particulièrement reconnu, qui a répondu, bien sûr, à une demande. Alors j'ai entendu dire que ça n'était pas une demande politique. Je veux croire à l'objectivité des éléments qui ont constitué cette analyse, mais si vous m'y autorisez, je reviendrai quand même sur certains points qui s'éloignent quelque peu de la réalité. Alors sur le document lui-même, construire un DOB sur 3 collectivités qui fusionnent est forcément un acte particulièrement difficile, et il est logique que ce document aujourd'hui reprenne grosso modo la somme de ce qui était prévu dans les 3 collectivités préexistantes, et que pour maintenir le niveau d'investissement, vous ayez envisagé sur les 3 années à venir à peu près 100 millions d'euros d'emprunt, parce qu'en effet le niveau d'investissement était relativement important. Alors je vous le disais, il y a quand même quelques chiffres à préciser, à corriger sur l'analyse du cabinet Kopfler. Avant de fermer, de tirer le rideau du conseil départemental de la Haute-Corse, nous avons pris soin avec mes collègues de faire établir également par un cabinet externe une analyse. Une analyse qui reprend d'ailleurs bien des points soulevés par le cabinet Kopfler, qui globalement est plutôt positif et favorable, tout simplement parce que la gestion s'est inscrite dans cet esprit et s'est vérifiée de cette manière-là. On a retenu, et ce qui était important pour transmettre à la nouvelle collectivité les éléments les plus favorables possibles, une volonté de maintenir une capacité d'autofinancement élevée et proportionnée, ça a été le cas. Nous avons maintenu un effort d'équipement dynamique. À un moment donné, j'ai eu peur que ce ne soit un reproche, mais vous avez signalé que c'était plutôt quelque chose de positif. Pourtant, dans la façon dont c'était rédigé, on aurait pu l'interpréter ainsi. C'est un peu également en cela que le rapport Kopfler m'interpelle. Si le niveau d'investissement a été dynamique, c'est tout simplement parce que le département de la Haute-Corse a souhaité continuer son soutien aux collectivités qui elles-mêmes entreprenaient, et je crois que heureusement qu'au cours de ces dernières années, le département a été présent pour soutenir et s'investir dans l'économie insulaire. Nous avons eu à faire face, et vous le savez, à 7 épisodes climatiques majeurs qui ont entraîné des dizaines de millions d'euros de dégâts, plus de 30 millions d'euros. Certains ont été traités à travers des marchés, bien sûr, avec toute la difficulté inhérente à la géologie de la Haute-Corse, avec une grande partie du territoire soumise aux contraintes amiantifères, et une partie, lorsque ça a été possible, qui ont été traités en régie. Nous avons maîtrisé l'endettement, ça sera le dernier point de mon intervention, parce que le cabinet Kopfler, là encore, a souligné certains éléments avec une imperfection, permettez-moi de le dire, qui me paraît, j'allais dire, douteuse, je vais dire étonnante. Tout cela pour arriver à un endettement qui est comparable à celui des départements de la même strate. Alors, je relève, même si ça n'a pas une importance fondamentale puisque le résultat global est positif, mais je dois quand même à notre Assemblée un certain nombre d'explications. Malgré des dépenses de fonctionnement 2 fois plus dynamiques, ça voudrait dire que nous aurions dépensé beaucoup plus. Moi, la conclusion que j'en tire, c'est que malgré ces conditions qui ne sont pas les plus favorables, nous avons réussi à stabiliser l'épargne. Si vous aviez eu l'occasion de lire le rapport d'analyse qui a été fait par le cabinet Finanvev, vous auriez eu peut-être d'autres éléments d'analyse de la situation financière du département. On vous aurait précisé que
Là où tout à l'heure, Kopfler évoquait un chiffre de 5,8% en 3 ans, nous avions, ce cabinet avait plutôt constaté 0,6% d'augmentation depuis 2014. Vous auriez pu constater que les frais de personnel ont augmenté de 1,2% avec un 0,12 qui a même diminué ces dernières années, ceci le rendant inférieur à l'évolution du GVT, avec des charges à caractère général qui ont diminué d'1,6 million d'euros et des charges dites de gestion courante qui ont augmenté de 1,1%. Cela correspond malheureusement à des facteurs qui nous échappent et que nous subissons avec tristesse, à savoir la pauvreté du département de la Haute-Corse, avec des engagements importants dans le domaine de la solidarité, avec des travaux, comme je vous le disais, réalisés en régie pour un montant important, et ceci permettant à la collectivité d'économiser et d'optimiser les qualités du personnel dont je salue encore ici la compétence et l'implication, et puis des chiffres aussi qui sont intéressants. J'ai relevé que le cabinet Kopfler notait pour la participation du département aux IS de Haute-Corse 120 € par habitant. Là encore, permettez-moi d'être surpris par le chiffre, sauf erreur, celui de 3 inspections du corps interne, j'allais dire, des sapeurs-pompiers, relevait 175 € par habitant. Tout ceci me permet d'évoquer quand même ces éléments de doute sur les chiffres qui restent, je me répète, malgré tout positifs. Les recettes de la collectivité départementale ont été maintenues, mais ils ont été maintenus malgré, comme l'ensemble des collectivités, une baisse de dotation. Ce n'est pas par des éléments fortuits que le niveau de recette a été maintenu, c'est parce que, contrairement à ce qui est souvent colporté, les bases de la taxe foncière, par exemple, du département de la Haute-Corse sont plus élevées que celles de la strate, ce qui permet d'avoir des taux moindres et une recette qui n'a pas eu, une recette globale qui n'a pas eu à subir de manière très douloureuse la baisse des dotations de l'État. J'en viens au dernier point. J'aurais pu vous asséner une litanie de chiffres qui auraient corroboré ce que je viens d'expliquer de manière un petit peu générale. J'en viens aux emprunts dits toxiques. Là encore, étonnement sur le montant qui est évoqué. La réalité, c'est 34 894 902 € d'emprunts dits toxiques contractés auprès de Dexia dans les années, fin des années 2000 ou début des années 2010. Le département de la Haute-Corse, en 2013, a en effet refusé de souscrire au fonds de soutien et de renégocier une dette dont le montant des indemnités de remboursement anticipé était largement supérieur au capital. Le département de Haute-Corse a préféré rester en justice sur le plan pénal et sur le plan civil, avec une procédure non pas hasardeuse, comme la qualifie le cabinet Kopfler, mais aléatoire. Hasardeuse, ça voudrait dire que nous n'avions pas maîtrisé les contours. Aléatoire, ce n'est pas aux éminents juristes qui sont présents ici que je vais apprendre que le droit, par définition, a un côté aléatoire. Donc, nous avions décidé d'aller en justice sur des procédures qui ont été, vous l'avez souligné, rarement favorables aux collectivités, mais qui d'emblée étaient relativement pipées, puisque le fonds de soutien représentait 1,5 milliard d'euros et le montant des emprunts toxiques avoisinait, je crois, 25 milliards d'euros. Donc le département a préféré jouer une autre carte plutôt que de payer 3 fois le capital, grosso modo. D'autant que pendant les années de procédure, la parité franc-suisse-euro était plutôt favorable et qu'elle s'est dégradée ces derniers mois avant de redevenir aujourd'hui tout à fait favorable, ce qui réduit considérablement le montant de l'indemnité. Ce que je voulais vous préciser, Monsieur le Président, nous en avons échangé brièvement il y a quelque temps.
lorsque on dit on n'a pas trouvé de documents, d'échanges, d'éléments concernant les empreintes toxiques du département. En tout cas, rien de très tangible. Je vais quand même préciser, ce sont des propos qui ont été tenus, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé. À la fin de l'année 2017, les représentants de l'ASFIL ont souhaité nous rencontrer de nouveau. Nous l'avons fait en présence du préfet de la Haute-Corse, où nous avons renégocié, envisagé différentes hypothèses de rachat, de consolidation de ces empreintes toxiques. Nous avons retenu une formule qui était tout à fait favorable, qui a été validée par le département de la Haute-Corse par la signature d'un protocole, qui a été validée par l'ASFIL, par la co-signature de ce même protocole, et qui restait sous la condition suspensive de la réouverture du fonds de soutien, comme s'en était engagé le ministère des Finances par la voie de Gérald Darmanin, de réouvrir le fonds de soutien pour les collectivités qui avaient fusionné. Nous étions une de ces rares collectivités qui avaient fusionné, qui étaient donc concernées par cette procédure. Ceci est intervenu à la fin de l'année 2017. Vous avez ensuite eu à gérer ce dossier. Je peux vous donner une information, puisque lorsque vous m'avez dit qu'il y avait peu d'éléments concernant cette négociation, j'ai repris à tâche avec ceux qui de près nous avions obtenu des engagements, à savoir les ministères concernés et l'administration d'État, qui m'a répondu, c'est une information que je vous livre parce qu'elle est toute fraîche, qui a répondu que le nécessaire sera fait par le ministère sur la réouverture du fonds de soutien, sur les engagements qui avaient été pris à la fin de l'année 2017. J'apporte une dernière précision, là encore, sur les commentaires de Kopfler. Lorsque l'on dit que la gestion était hasardeuse parce que le département de la Haute-Corse n'avait pas provisionné, je vous laisse mesurer la légèreté du propos. Non, le département de la Haute-Corse n'a pas provisionné. Le département de la Haute-Corse a consigné, c'est-à-dire qu'il a payé les annuités d'emprunt. Cela veut dire que la nouvelle collectivité de Corse n'aura aucune charge inhérente à cette procédure à assumer. Tout a été absolument réglé. Voilà en quelques mots. Je pourrais apporter d'autres précisions sur les chiffres si vous-même ou les collègues ici présents le souhaitent. Le département de la Haute-Corse laissera à la nouvelle collectivité un héritage qui est tout à fait positif, avec une maîtrise de l'ensemble de ses budgets qui laisse une capacité d'autofinancement importante, une durée de réduction de dette qui est plus que convenable, et des ratios qui sont en règle générale largement supérieur à la strate. Dernière précision, des ratios qui, lorsqu'on les compare à ceux de la strate, ne prennent pas en compte les spécificités des deux départements insulaires. Vous savez que les départements de la Haute-Corse, et je crois celui de la Corse du Sud également, assumaient un certain nombre de prérogatives particulièrement importantes. Aujourd'hui, vous en mesurez les contraintes de la gestion, notamment en matière environnementale, de gestion des espaces sensibles, de gestion des terrains du conservatoire. Tout cela représente des charges, des engagements que n'ont pas les autres départements. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, les précisions que je tenais à vous apporter, et je me répète en restant à votre disposition pour toute information complémentaire sur le sujet.